sur les bancs de l'Assemblée, consciente que chaque parlementaire doit pouvoir jouir d'une grande liberté d'expression et seul responsable de ses propos devant ses électeurs. Toutefois, la nature de nos travaux, notre délégation aux droits des femmes, est une enceinte particulière et qui a pour spécificité de tous nous unir autour d'une cause qui doit rester ici notre première préoccupation. Aussi, je suis en accord. Mes chers collègues, bonjour, bonjour à toutes. Nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir notre rapporteur et nous sommes rassemblés pour examiner le projet de rapport de notre collègue Prisca Thévenot sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023, qui est donc le premier rapport de la délégation aux droits des femmes pour cette législature. Le projet vous a été transmis hier en fin de matinée. J'espère que la plupart d'entre vous auront pu en prendre connaissance. Et si ce n'était pas le cas, évidemment que des exemplaires sont disponibles à l'entrée de la salle. En premier lieu, Prisca, chère Prisca, Madame la rapporteure, je tiens à vous féliciter pour ce travail remarquable. Je précise aussi que je tiens à remercier et féliciter le travail remarquable de nos administratrices qui font un travail remarquable actuellement entre notre projet de loi de finances pour la sécurité sociale et le projet de loi de finances tout court. Donc, elles traduisent ici pour vous, chère Prisca, toute votre connaissance approfondie et de longue date sur ces sujets que vous traitez, ainsi que votre engagement pour l'amélioration de la santé des femmes, pour lesquelles je sais que vous êtes très impliqués. Je salue également le fait que vous soyez parvenus à faire adopter pas moins de 4 amendements par la Commission des affaires sociales pour nous représenter, au sein de laquelle vous avez en outre pu vous exprimer en tant que rapporteur de la délégation aux droits des femmes. Afin de permettre à tous de s'exprimer, nous commencerons par l'examen, une présentation de votre part des 3 articles du PLFSS dont vous êtes plus spécifiquement saisis, 17 à 19, et des recommandations que vous avez pu formuler sur chacun d'entre eux. Je laisserai ensuite la parole à un orateur par groupe avant de laisser les autres membres de la délégation, si vous le souhaitez, pour poser des questions. Avant de donner la parole à Madame la rapporteure, je souhaiterais toutefois aborder 2 points qui sont de nature très différente. Un point d'ordre du jour, je tiens à vous rappeler que nous nous retrouverons dès la semaine prochaine sous le même format, dans la même salle, le même jour, pour une première chose, examiner le projet de rapport pour la loi de finances. Ce sera notre collègue Julie Delpech qui sera notre rapporteur. Et puis, nous désignerons également des co-rapporteurs pour les 2 missions d'information que nous avons décidées en bureau. Je rappelle une mission d'information dont les contours seront à préciser en accord avec les 2 rapporteurs concernant la santé des femmes, et une mission d'information sur les budgets genrés. Les candidatures devront être transmises par l'intermédiaire de vos groupes, et ceci au plus tard mercredi prochain à 12h. Et la convocation que vous recevrez cet après-midi ira dans ce sens-là. Et je tenais à faire un rappel un peu plus solennel. Je suis attachée en tout cas personnellement attachée au respect de toutes les opinions dans cette DDF que nous pouvons avoir et exprimer sur les bancs de l'Assemblée, consciente que chaque parlementaire doit pouvoir jouir d'une grande liberté d'expression et seul responsable de ses propos devant ses électeurs. Toutefois, la nature de nos travaux, notre délégation aux droits des femmes, est une enceinte particulière et qui a pour spécificité de tous nous unir autour d'une cause qui doit rester ici notre
première préoccupation. Aussi, je suis en accord avec nombre de nos collègues qui m'ont écrit. Je tiens à vous faire part mon regret que certains propos stigmatisants, voire teintés de xénophobie, et en tout cas inutilement polémiques au regard de la cause que nous défendons, cette cause devrait nous unir et ces propos ne peuvent être tenus dans notre délégation. Ils l'ont été faits à plusieurs reprises. Donc cette délégation a toujours été un espace d'échange serein, respectueux. Je tiens à ce qu'il le reste et que je serai garante, en tout cas, pour préserver ce type de débordement. Il me tient profondément à cœur que ce soit le cas et que ces respects-là le restent sous ma présidence. Voilà. Ces précisions et ce souhait étant exprimés, nous pouvons donc passer à notre ordre du jour. Et Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mes chers collègues, avant toute chose, effectivement, je tiens à rappeler que ce rapport n'est pas simplement mon rapport, mais bien celui d'une équipe, la nôtre. Mais je tiens à remercier tout particulièrement nos administrateurs qui ont œuvré très rapidement dans des délais extrêmement courts, toujours avec bienveillance et beaucoup de sérieux. Alors merci à vous. J'en profite également pour remercier mes collaborateurs qui ont aussi pas mal couru partout. Ceci étant dit, avant de vous laisser la parole, pour vous permettre à toutes, de pouvoir éventuellement m'alerter, me poser des questions, je vais vous présenter donc les grandes lignes du projet de rapport d'information de la délégation aux droits des femmes sur les articles 17, 18 et 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2023. Donc effectivement, malgré le court délai imparti, les principaux représentants des professions médicales intervenant dans la prise en charge de la santé des femmes ont été auditionnés en vue de ce rapport. Médecins généralistes, gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, infirmiers. Par ailleurs, si nous n'avons pu auditionner le directeur général de la santé, nous avons pu obtenir des précisions de sa part par le biais d'échanges écrits. Le rapport qui vous est présenté aujourd'hui comprend 15 recommandations visant à compléter et renforcer les dispositions du PLFSS, en lien direct, bien entendu, avec la santé des femmes. Il comprend également 4 amendements que la présidente, justement, vient de mentionner et que j'ai déposés dans le cadre de ces travaux et qui ont été adoptés, tous, à la quasi-unanimité, en commission des affaires sociales. Ils ont en conséquence été redéposés au nom de la commission pour la discussion en séance et je vous invite en conséquence, si le contenu vous semble pertinent, d'y apporter votre soutien à l'occasion des votes. Mon travail étroit avec les professionnels de santé m'a amené à tirer un certain nombre de constats sur le parcours actuel de santé des femmes. Tout d'abord, bien que représentant 52% de la population, elles restent sous-représentées dans la recherche médicale. Ainsi, nous ne connaissons pas suffisamment les maladies qui touchent les femmes, ni la façon dont ces maladies affectent de manière différente les hommes et les femmes. C'est particulièrement le cas pour les maladies cardiovasculaires, qui sont pourtant la première cause de mort prématurée chez les femmes. Deuxième point, les femmes vivent certes plus longtemps que les hommes, mais le font en mauvaise santé. Et par ailleurs, et cela est forcément un corollaire, elles ont moins bien recours à la prévention. Enfin, dernier point, de nombreux tabous restent encore à lever et tous ces tabous touchent en général la santé des femmes. La France a toujours été une nation précurseur en matière d'avancée et de défense des droits. Étant donné le contexte actuel, alors que la place des femmes dans notre société est menacée par-delà nos frontières, armons-nous ici de cette responsabilité nationale et européenne pour promouvoir, défendre et protéger leurs droits. Si le travail que j'ai l'honneur de présenter devant vous ici pose les premières pierres d'une politique de santé plus adaptée, j'ai la conviction qu'il s'inscrit dans une démarche plus globale, visant à accorder à chacune une place plus juste pour faire vivre la promesse d'égalité et d'universalité que nous portons dans notre nation. C'est pourquoi je me réjouis de la saisine de la délégation aux droits des femmes sur le PLFSS. Elle s'est imposée comme une évidence cette année, notamment avec les dispositions des articles 17, 18 et 19 du PLFSS, qui sont en lien direct avec la santé des femmes tout au long de leur vie. Ces articles formalisent un parcours de prévention en santé aux 3 âges clés des adultes et introduisent également des facilitations d'accès au dépistage des IST ainsi qu'à la contraception d'urgence. En l'espèce, si nous pouvons saluer la mise en place de ces premiers dispositifs de prévention, nous tenons à rappeler que pour trouver une pleine mesure, ils doivent être accompagnés et portés largement à la connaissance des femmes concernées, au risque d'être sous-utilisés et ainsi de perdre toute la pertinence de leur impact.
À cet égard, et en premier lieu, un triptyque paraît s'imposer, lequel consiste à simplifier, communiquer et spécifier. Je l'ai vu en commission lorsque je défendais mes amendements, la nécessité de prendre en compte les spécificités du corps des femmes a été soutenue, comme je vous le disais, à la quasi-unanimité des partis présents. Je me réjouis de voir que nous pouvons encore trouver des sujets importants qui nous rassemblent. Ainsi, tous ensemble, nous avons la capacité de faire de cette mandature un moment unique pour nous, pour les femmes. Ensemble, posons la première pierre de ce véritable plan de refondation, une véritable stratégie nationale du parcours de santé de la femme, pour un parcours global, de bout en bout, tout au long de la vie. Maintenant, cela étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Ce PLFSS a une ambition assumée, celle d'initier une véritable politique de prévention en matière de santé. Celle-ci pourrait s'avérer particulièrement bénéfique pour les femmes, lesquelles ont peu accès à la prévention pour des raisons aussi bien matérielles que culturelles, et alors que l'enjeu de vieillir en bonne santé les concerne au premier chef, puisque ce sont elles qui vivent le plus longtemps. Il existe un dispositif de prévention pour les enfants, depuis 2019, pour les adolescents, avec les 20 visites obligatoires de la naissance à la majorité. L'article 17 du PLFSS 2023 étend cette démarche de prévention à l'ensemble de la population adulte en leur proposant des rendez-vous de prévention à plusieurs âges clés de la vie, en complément des dispositifs déjà existants de dépistage organisé de certains cancers par exemple ou de vaccination. Plus spécifiquement, il s'agira chez les adultes de 20-25 ans de renforcer la prévention primaire par une consultation ayant pour but de favoriser le comportement favorable à la santé. Chez les adultes de 40-45 ans, de prévenir l'apparition de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Chez les adultes de 60 à 65 ans, de réparer ou prévenir l'apparition de premières fragilités ou la perte d'autonomie. Je formule ici plusieurs recommandations afin de répondre à ce parcours de prévention plus qu'efficient. Tout d'abord, il me paraît nécessaire de faire des 3 consultations de prévention aux âges clés de la vie des consultations longues, permettant de prendre en compte l'ensemble des problématiques et spécificités des patients, notamment celles du corps féminin. Par ailleurs, certaines étapes clés de la vie seraient mieux prises en compte si l'on crée une consultation longue obligatoire en vie sexuelle et affective pour les mineurs de 14 à 16 ans. Hors la présence bien évidemment des parents et en mobilisant tous les acteurs compétents. Cette consultation pourrait porter globalement sur des sujets de menstruation, de contraception, de vie affective et sexuelle et de prévention des IST, mais aussi sur les bonnes pratiques de soins et de suivi à avoir pour prendre effectivement soin de son corps, de sa santé. Je suis réellement convaincue de la nécessité d'une telle consultation. Dans le même esprit, nous le savons que trop bien, les cours d'éducation à la vie sexuelle et affective ne permettent pas, dans leur forme actuelle, d'atteindre l'objectif voulu par le législateur. Bien trop souvent, ils ne sont carrément pas réalisés dans certains de nos territoires, et ce, pour de nombreuses raisons. Ils sont donnés, et ce n'est que très rarement par des professionnels de santé, peut-être par des professeurs de SVT, des professeurs de maths, ou encore des professeurs de sport. Une véritable refonte de cet enseignement est essentielle pour poser les bases de la santé future de nos enfants. On peut également imaginer élargir cet enseignement dans un module de service national universel, notre fameux SNU. De même, il paraît nécessaire de poser un jalon intermédiaire dans le parcours de santé des femmes pour l'accompagnement de la période ménopausique et périménopausique. La ménopause est encore un tabou en France et trop souvent de nombreuses femmes vivent isolées et sans accompagnement médical, cette période pourtant importante. Toujours afin de tenir compte des problématiques spécifiques aux femmes, il faudrait pour les adolescentes et les femmes intégrer au contenu de l'ensemble des consultations un volet de prévention et de détection, le cas échéant des situations de violence. Pour ces différentes raisons, il serait utile pour les femmes d'associer au parcours de prévention les sages-femmes, les infirmiers et les gynécologues dans le cadre de réseaux de coopération et dans le respect de leur champ de compétences. Il est indispensable que les femmes s'approprient ces nouveaux outils de prévention pour s'inscrire dans un véritable parcours de santé individualisé et adapté à tous les âges de la vie. À cet effet, il faudrait prévoir des campagnes de communication annuelles déclinées de façon genrée au niveau national et territorial, présentant le parcours de prévention sous forme claire et schématique. D'autres mesures importantes pour la santé des femmes figurent dans le PLFSS 2023, comme l'extension prévue à l'article 18 du dispositif déjà en place sans ordonnance de dépistage en laboratoire du virus de l'HIV.
À d'autres IST, telles que les infections, telles que le chlamydia ou le gonocoque, la liste complète devant être fixée par arrêté ministériel. Pour les jeunes de moins de 26 ans, ces dépistages seront remboursés intégralement par l'assurance maladie. Inclure le papillomavirus humain dans la liste, qui sera par arrêté ministériel, des infections concernées par l'extension de l'accès au dépistage, me paraît plus qu'opportun. En effet, si la recherche de HPV est prévue dans le cadre du dépistage du cancer de l'utérus pour les plus de 25 ans, rien n'est prévu avant cet âge, et toutes les femmes, en particulier les plus jeunes, ne font pas de frottis ou de contrôle régulier. Or, cette infection, qui évolue à bas bruit, peut conduire à un cancer et de plus en plus fréquente chez les jeunes de moins de 30 ans. Par ailleurs, si la facilitation de l'accès au dépistage des IST est évidemment à saluer, celui-ci ne doit pas rester sans accompagnement médical quant à l'interprétation des résultats et au traitement éventuel à mettre en œuvre. Une information adéquate sur les bonnes pratiques en matière de prévention et sur l'existence de la consultation gratuite de contraception et de prévention de santé sexuelle, dite CCP, pour les moins de 26 ans, pourrait ainsi être distribuée automatiquement lors de l'examen de biologie médicale. Afin que cette information soit systématique et calibrée, une brochure claire orientant vers les professionnels qualifiés pourrait être remise en même temps que les résultats d'analyse. L'ensemble des professionnels de santé concernés, entendus par moi-même et par la commission qui a été mise en place, a insisté sur cet accompagnement. Pour finir, la troisième mesure significative pour la santé des femmes figure à l'article 19 du PLFSS 2023 et a pour objectif de faciliter l'accès de la contraception d'urgence à toutes les femmes. L'accès gratuit et sans prescription médicale à la contraception d'urgence en pharmacie est aujourd'hui garanti pour les mineurs. En revanche, pour les femmes de plus de 18 ans, le remboursement de la contraception d'urgence est conditionné à une prescription médicale qui n'est pas toujours compatible avec les délais dans lesquels cette contraception doit être prise. C'est pourquoi le PLFSS 2023 prévoit d'élargir à toutes les femmes majeures la délivrance de cette contraception hormonale en pharmacie, sans condition de prescription médicale, avec une prise en charge pour l'assurance maladie. Cette prise en charge se fera donc à 100% pour les moins de 26 ans et non plus pour seuls les mineurs, comme le cas aujourd'hui. Cette évolution permet de garantir l'accès effectif à toutes les femmes de cette contraception encore nécessaire pour beaucoup d'entre elles. Cette mesure est une avancée réelle vers plus d'égalité dans l'accès aux soins. Néanmoins, elle ne sera jamais un moyen de contraception à part entière. Nous devons donc le rappeler encore et encore. La contraception d'urgence n'a pas vocation à se substituer à une méthode de contraception pérenne et efficace. Il paraît donc nécessaire de mettre systématiquement, lors de la délivrance de ce moyen de contraception d'urgence, un support d'information clair, attractif, concis, et en français facile, informant sur les précautions à prendre et invitant à prendre rendez-vous avec un médecin ou une sage-femme pour la consultation de contraception et de prévention en santé sexuelle, la fameuse CCP dont je viens de vous parler précédemment. Cette consultation est gratuite et sans avance de frais jusqu'à 26 ans. Par ailleurs, cette facilitation à l'accès de la contraception d'urgence ne produira ses effets que si elle est connue des femmes concernées. Un nombre insuffisant de jeunes filles et de femmes a connaissance que l'utilisation de cette contraception d'urgence peut être étendue jusqu'à 5 jours après le rapport non protégé, même si elle demeure plus efficace quand elle est prise plus tôt, bien évidemment. C'est pourquoi je recommande de remplacer le terme « pilule du lendemain » par celui de « contraception d'urgence » dans l'ensemble des interventions ou supports de communication d'information sur ce dispositif. En conclusion, il convient de souligner que cet accès facilité ne résout pas entièrement la problématique de confidentialité à laquelle sont confrontés les mineurs, notamment dans les zones rurales et les petites villes où clairement tout le monde se connaît. On pourrait ainsi réfléchir à la possibilité d'améliorer les conditions de distribution de la contraception d'urgence dans les infirmeries scolaires par exemple. Après un examen attentif des dispositifs existants, voici donc les principales réflexions et les avancées en matière de santé des femmes contenues dans les articles donc 17, 18 et 19 du PLFSS 2023. Les 15 recommandations formulées visent à consolider et à accompagner les mesures positives de façon à ce qu'elles bénéficient largement aux femmes concernées et s'inscrivent dans un parcours global et non plus en silo. Madame la Présidente, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention et me tiens à disposition pour vos alertes.
Merci, chers collègues, pour cet excellent travail. Je propose de donner la parole aux orateurs de groupe. Je n'ai pas eu de communication, donc je vous interroge un peu en direct. Peut-être Pascal Martin, Ercilia Soudet pour LFI. Non. Merci, Madame. Voilà, ça marche. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Madame la présidente. Je remercie Madame la rapporteure pour ce travail évidemment excellent. Néanmoins, j'aimerais intervenir sur un article en particulier du projet de loi, l'article 18, que vous saluez dans ce rapport. Cet article vise à faciliter l'accès au dépistage des infections sexuellement transmissibles. Pour cela, il étend le dispositif au labo sans ordo, qui était jusqu'ici limité au seul VIH, à plusieurs infections sexuellement transmissibles. Ce dispositif permet d'effectuer un dépistage directement dans un laboratoire médical, sans ordonnance, avec une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Nous sommes évidemment pour cet article. Le rapport souligne à juste titre qu'il existe en France une recrudescence importante de certaines IST. Il s'agit donc d'un enjeu majeur de santé publique. Ce que nous comprenons moins, c'est la volonté du gouvernement de limiter cette mesure aux personnes de moins de 26 ans. Nous souhaitons au contraire que l'arrêté ministériel qui viendra préciser les conditions d'application de cet article ne fixe aucune limite d'âge. Nous aurions apprécié que cette demande figure dans le rapport de la délégation. Pourquoi ne pas ouvrir le dépistage sans ordonnance et gratuit des IST à toutes et à tous sans condition d'âge ? Comme l'écrit Madame la rapporteure dans son rapport, les IST, lorsqu'elles ne sont pas dépistées et donc pas traitées, présentent des risques particuliers pour les femmes, stérilité, douleurs pelviennes chroniques, cancer du col de l'utérus, risque de transmission au fœtus, grossesse extra-utérine. Il ne s'agit pas là de problématiques qui touchent uniquement les femmes les plus jeunes. Rappelons aussi que les femmes sont plus touchées par la pauvreté que les hommes et pourtant ce sont surtout elles qui se font dépister malgré le coût que cela peut représenter. Rendre le dépistage gratuit et facile d'accès bénéficiera donc tout particulièrement aux femmes et nous ne pensons pas que celles qui ont plus de 26 ans devraient en être privées. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe des socialistes, Fathia Keloua-Hachi. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour ce rapport, Madame la rapporteure. Bien sûr, nous partageons pleinement les recommandations en ce qu'elles viennent favoriser l'accès à la santé des femmes. Sur les 3 rendez-vous de prévention pour l'article 17 du PLFSS, dans le sens de ce que vous avez présenté, notre groupe propose également de flécher le contenu des 3 rendez-vous de prévention vers les besoins de santé spécifiques des femmes et que soit portée une attention particulière aux événements de santé des femmes tels que la ménopause dont vous avez parlé. Aujourd'hui, la ménopause est encore un tabou en France et trop souvent de nombreuses femmes la vivent isolée et sans accompagnement médical. Nous proposons donc que les femmes bénéficient d'une sensibilisation aux symptômes, aux traitements et aux bonnes pratiques associées à la survenue de la ménopause. Il est aussi nécessaire de prévoir que ces rendez-vous soient également un moment de repérage des violences sexuelles et sexistes. Le virage préventif vanté par le gouvernement à l'occasion du dépôt de ce PLFSS peut être l'occasion de s'attaquer aux violences sexistes et sexuelles en faisant une thématique abordée. Sur la gratuité, enfin, de la contraception, article 19, notre groupe propose également d'accompagner la délivrance de la contraception d'urgence d'une information claire et concise sur les différents moyens de contraception et sur les consultations d'information et de suivi de contraception sans avance de frais, comme prévu dans le PLFSS de 2022. Les contraceptions d'urgence ne sont pas neutres en termes d'impact sur la santé et ne doivent pas être considérées comme un moyen de contraception normal. Une information, dès lors, doit être faite au moment de la prescription de la contraception d'urgence. Au-delà de ces articles spécifiques qui concernent la santé des femmes, le PLFSS peut aussi être l'occasion de renforcer l'égalité économique femmes-hommes. Ainsi, notre groupe porte des amendements qui contiennent divers dispositifs bénéficiant aux entreprises,
au respect de l'égalité femmes-hommes, notamment les exonérations de cotisations patronales pour les grandes entreprises et le bénéfice de l'allègement de la cotisation patronale CICE. Que pensez-vous de ces diverses propositions ? Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon, Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente. Merci et bravo, chers collègues, chers rapporteurs, pour ce rapport qui est extrêmement intéressant et on voit le travail fourni, donc bravo aux collaborateurs aussi. Alors, comme discuté ce matin en séance, ce PLFSS veut donc un système plus accessible, plus efficace, plus juste. Pour la première fois cette année, notre délégation se saisit du PLFSS, considérant qu'il comporte des dispositions concernant directement la santé des femmes. C'est une première bonne nouvelle. Le gouvernement souhaite adopter de nouvelles mesures pour renforcer la prévention et l'accès aux soins des femmes notamment. La mise en place des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie sont une grande avancée pour les femmes, notamment lorsqu'on sait que 9 cancers du sein sur 10 guérissent s'ils sont détectés tôt. Des consultations de prévention existent déjà, mais ce dispositif est désormais inscrit au Code de la santé publique, pris en charge à 100%. L'article 17 du PLFSS a notamment été amendé par Madame la rapporteure pour distinguer le contenu des visites pour les femmes et les hommes en adaptation aux besoins spécifiques. Merci. La prévention doit pouvoir associer l'ensemble des professionnels de santé compétents. En ce sens, Madame la rapporteure, je rejoins votre recommandation proposant d'associer au parcours de prévention les sages-femmes, les infirmiers, les gynécologues. Mais je pense qu'il est aussi nécessaire d'élargir le champ en y associant également les soins psychologiques. C'est à mettre en relation, bien évidemment, avec l'une de vos recommandations visant à poser un plan intermédiaire dans le parcours de santé des femmes pour l'accompagnement de la période périménopausique et ménopausique. Il me semble qu'il en va de même pour vos recommandations sur le traitement spécifique des adolescentes et des jeunes adultes. Comment envisager la prévention sans prendre en compte au plus tôt les problématiques psychiques ? Une réelle réflexion sur la démocratisation et l'accès aux soins psychologiques doit se poursuivre. Le dispositif Mon Psy, par exemple, introduit par l'article 79 de la loi de programmation de la sécurité sociale 2022, est encore trop peu développé. Les professionnels ne s'y retrouvent pas. Par exemple, un seul professionnel est conventionné dans mon département de Haute-Savoie. Donc je vous invite à réfléchir. Et est-ce qu'il y a eu une réflexion dans ce sens-là et qu'est-ce qui a pu faire obstacle ? Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente. Et en introduction, je voudrais moi aussi saluer l'excellent rapport, l'excellent travail de notre collègue Prisca Thévenot. Dans le mandat précédent, nous avions eu l'occasion déjà de nous préoccuper du fait que les femmes n'ont pas recours à la fois aux soins de santé et n'ont pas accès non plus à la prévention. J'ai bien aimé la phrase et je la reprends. Il faut penser le parcours de santé des femmes de bout en bout, de l'adolescence à la seniorité. Je suis féministe et je pense que les femmes ont droit à l'égalité dans beaucoup de domaines, mais la spécificité de leur corps et des caractéristiques de leur santé doit vraiment faire l'objet d'une politique publique adaptée. Donc merci de nous l'avoir rappelé, et ce PLFSS, dans les articles qui ont été étudiés, permet justement de s'y pencher. Donc comme vous le signalez dans le rapport, des dispositifs existent déjà, mais il y a peu de recours des femmes à ces dispositifs. Aussi, nous disposons de leviers dont il faut s'emparer et qu'il faut soutenir. Premier levier, c'est les 3 rendez-vous de prévention. Et je pense qu'effectivement, ces rendez-vous de prévention doivent être utilisés pour permettre une spécificité, je dirais, féminine. Deuxième levier, c'est la communication, avec une information plus importante des femmes. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est peut-être empirique, mais c'est que les femmes, souvent, sont incitées à ne pas s'écouter, à ne pas écouter leurs douleurs, à ne pas écouter les signes. Il y a une dimension psychologique et même politique. On leur dit qu'elles exagèrent leurs symptômes alors qu'il faut qu'elles soient en face d'un professionnel de santé. Et on voit par exemple la prévalence des maladies cardiovasculaires montre bien que non, ce ne sont pas des femmes qui s'écoutent, ce sont des femmes qui ont un problème de santé. Et la communication aidera à cette prise de conscience. Et troisièmement, c'est l'éducation. Et je suis tout à fait favorable à ce que dans les établissements,
on revalorise, on mette vraiment en œuvre de façon effective l'éducation à la vie sexuelle et affective, parce que c'est par là que peuvent passer beaucoup de messages, y compris de prévention des violences, d'éducation à qu'est-ce que c'est qu'une sexualité épanouie et choisie. On sait les difficultés engendrées par le porno, hein, qui est très répandu. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que dans les différentes catégories d'écoles qui existent dans notre système éducatif, est-ce qu'une étude a été faite pour voir quelles sont les écoles plutôt qui ne se prêtent pas à cette obligation? Est-ce que, par exemple, les écoles hors contrat, est-ce que les écoles qui véhiculent un message philosophique ou religieux sont plus concernées par ce déni de la sexualité précoce et qui conduit malheureusement à des inconvénients que vous avez bien pointés dans le rapport. Voilà, merci en tout cas d'avoir mis les mots et les actions sur la spécificité de l'accès à la santé des femmes. Merci, chers collègues, pour toutes ces interventions. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour répondre et donner votre avis. Alors merci beaucoup pour vos questions qui permettent effectivement de venir compléter et de venir surtout enrichir. Sur le sujet des dépistages, de façon très claire, je vous rejoins. Vous avez raison, parce qu'en fait, effectivement, il y a un sujet d'âge pour les moins de 26 ans, mais il y a aussi un sujet d'âge pour les plus de 26 ans, notamment les plus fragiles, qui ont besoin d'être d'autant plus accompagnés sur ces parcours. Et puis vous soulignez effectivement les impacts que cela peut avoir sur une maternité, voire sur les enfants à naître. Donc effectivement, arrêtons de cumuler les difficultés et aidons largement. Donc je pense que c'est un sujet que nous allons creuser, que nous allons regarder. Et merci pour cette attention, parce que j'ai envie de dire, ça tombe sous le sens. Donc oui et encore oui. Sur le sujet de la ménopause, oui, c'est encore un sujet tabou. C'est un sujet sur lequel il est très dur de mettre des mots, sur le sujet sur lequel ça pose aussi la question de la femme et de la place de la femme dans la société. De façon très claire, j'étais par exemple avant-hier, les jours passent vite, dis donc, avec un groupe de femmes dans le monde de l'entreprise qui m'expliquaient qu'elles étaient considérées comme mises au rebut. Qu'elles ne pouvaient pas sortir un éventail juste pour pouvoir avoir 5 minutes où elles pouvaient reprendre leurs aises et conscience de ce qu'elles pouvaient faire. Donc oui, il faut que nous travaillions sur le sujet de la ménopause. Beaucoup de choses maintenant sont plus autant tabous qu'ils n'étaient avant, par exemple le sujet des menstruations, mais la ménopause reste un problème. Elle reste un problème dans le monde du travail, dans le monde en général, mais aussi entre les femmes, parce que je pense aujourd'hui aussi que les symptômes qui font qu'on est en ménopause sont très peu connus par beaucoup de femmes. Et ce que j'entendais dans pas mal de discussions que nous avons pu avoir dans le cadre de nos travaux, c'est que ce sont souvent les conjoints qui disent à leurs femmes qu'elles ont la ménopause, qu'elles sont en train d'avoir une démarche de ménopause. C'est assez cocasse, ça nous fait sourire, mais en fait c'est extrêmement dramatique. Donc oui, nous devons continuer à avoir cette démarche-là avec des choses très simples. Par exemple, alors je l'ai noté, mais je me souviens plus, il y a tout un parcours qui est mis en place par justement un groupe d'études sur la ménopause qui veut faire des petits anagrammes assez simples à retenir. Par exemple, là, je crois que c'était bise, je te fais la bise, c'est bouffée de chaleur, irritabilité, puis on décline comme ça, et comme ça, on a tout de suite le nom des symptômes auxquels on est censé faire attention. Sur le sujet du moyen de contraception qui est la pilule du lendemain aujourd'hui et qui est un moyen de contraception d'urgence, oui, encore oui, nous devons l'accompagner. Et j'ai même envie de dire, on doit peut-être aller un peu plus loin. Alors, c'est pas noté dans le rapport là, mais c'est quelque chose qu'on a aussi vu. C'est que les petits fascicules que nous devons mettre à disposition, bien évidemment de façon gratuite, à voir s'ils doivent être que en français. Parce qu'il n'y a pas que des femmes qui parlent français qui ont recours à ce moyen de contraception d'urgence. Et nous devons protéger toutes les femmes en France. Donc, encore une fois, oui, nous devons continuer sur ce point-là. Vous parliez des amendements qui ont été plus largement posés au-delà du sujet de la santé des femmes pour le rapport égalité femmes-hommes. Étant commissaire de la commission des affaires sociales, je peux vous dire à titre personnel que j'ai voté pour les amendements qui ont été proposés dans ce sens-là. Je ne m'en cache pas, je le dis très clairement. Et oui, il faut qu'on continue à travailler sans tabou, parce que nous avons la chance, et encore une fois, cette délégation le montre, ce travail nous réunit, le sujet de la femme au global nous réunit, et nous l'avons vu au sein de la commission des affaires sociales, et je tiens ici à en témoigner de façon transpartisane. Tous les amendements posés sur le sujet de l'égalité femmes-hommes ont été adoptés. Sur le sujet psychologique, oui. Oui, encore oui.
Et ça doit commencer très tôt. C'est pour ça qu'effectivement, je disais que le PLFSS 2023 parlait de ces 3 consultations aux âges clés, mais nous ne devons absolument pas nous réduire à ces 3 consultations-là. Nous devons commencer le plus tôt possible. Et on le voit que sur les 20 consultations de l'âge enfant, eh ben, en général, on le fait jusqu'à 3 ans, pour la simple et bonne raison qu'il y a des vaccinations obligatoires. Et puis après, c'est au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Non, nous devons pouvoir protéger nos enfants. Protéger nos enfants aujourd'hui, c'est aussi les préparer à être des adultes responsables demain. Et donc, ces sujets de suivi psychologique, en tout cas de mise à disposition, de vigie psychologique, j'ai envie de dire, nous devons le mettre aussi au cœur des écoles, bien évidemment avec un soin particulier pour les femmes et les jeunes filles, mais aussi pour les jeunes adultes, garçons. Parce que pour qu'une femme aille bien, il faut que les jeunes hommes aillent bien et soient au fait d'avoir accès à toute l'information nécessaire pour comprendre aussi le monde dans lequel ils vont évoluer, un monde composé à 52% de femmes. Donc oui, nous devons y travailler. Je n'ai pas précisément les réponses sur le pourquoi du comment des labellisations, mais je serais heureuse qu'on puisse regarder. Oui, tout à fait. Sur le sujet de l'éducation à l'école, on en revient au même point, hein. Oui, nous devons le faire. Aujourd'hui, je n'ai pas d'études et de statistiques précises pour vous dire si c'est plus dans certaines écoles, en privé, pas privé, dans certains territoires. Je vais vous dire très clairement, j'ai grandi dans le 93 et moi, j'avais eu cette dispensation d'éducation et qui avait été faite en plus par une médecine, par l'infirmière scolaire. Donc je pense qu'il est un peu difficile aujourd'hui d'aller sur des études très précises pour savoir. En fait, ce qu'on peut savoir en revanche, c'est que de manière globale, c'est unanime. Ça ne se passe pas bien. Et que ce n'est pas à nos professeurs, parce qu'il y a ensuite un sujet, c'est que oui, ça se passe dans l'école, mais ce n'est pas à nos professeurs de le faire. Ils ont déjà plein d'autres choses à faire qui ne relèvent pas de ça. Et donc, pour que ce soit bien mis en place, il faut que ce soit des professionnels de la santé qui puissent le faire. D'une, parce que du coup, la parole, elle est plus pertinente, puisque c'est leur job, entre guillemets, mais aussi parce que du coup, ça serait peut-être accueilli différemment par les écoliers. Soyons très clairs aujourd'hui, quand on a son professeur de PS qui vient vous expliquer ce qu'est que la vie sexuelle et affective, c'est un grand moment de récréation. Ça met mal les élèves et ça met mal le professeur. Tandis que si c'est un professionnel de santé qui va venir que pour ça, la parole d'autorité est de fait là. Et ça, entre guillemets, ne met pas en porte-à-faux les enseignants qui, eux, restent là le reste de l'année. Donc ce sujet, nous devons continuer à le regarder. Pour être très clair, j'en ai parlé au ministère de l'Éducation nationale pour qu'on puisse voir comment avancer sur ça. Le simple fait de dire que nous devons le faire, c'est bien, mais comment nous devons le faire, c'est peut-être un peu mieux. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rapport, je proposais aussi de travailler, non pas en substituant, mais en complément, un module dans le cadre du SNU. La volonté du président de la République est de généraliser le SNU. Profitons peut-être de ce moment-là pour généraliser aussi un module pour accompagner la santé des femmes et plus largement de nos jeunes dès cette étape qui sera une étape clé, je l'espère. Merci Madame la rapporteure. Je partage votre avis sur le fait qu'on s'occupe du droit des femmes avec les hommes et que ça me paraît très important, en tout cas dans cette dynamique. Je salue notre collègue Guillaume Gouffier-Chat qui est avec nous ce matin, homme qui représente notre DDF. Je vous propose donc que nous mettions aux voix ce projet de rapport. Nous avons à le voter. Voilà, donc qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, le rapport est adopté à l'unanimité, chers collègues. Il sera donc déposé ce jour. Oui. Oui. Nous allons, en fait, nous concluons. Donc voilà. D'accord. Alors on va suspendre, ok, et puis on revient. D'accord, je n'avais pas cette information-là. Merci.
Nous voilà à nouveau réunis, chers collègues. Donc, après avoir écouté le rapport, démarré le vote, on redonne la parole effectivement à nos collègues pour quelques questions avec notre rapporteur qui aura la gentillesse de répondre à ces interpellations. Je donne la parole pour LFI à Madame Ercilia Soudet. Alors, donc selon un rapport de l'association Règles élémentaires de 2021, près de 2 millions de femmes souffrent de précarité menstruelle en France. Parmi elles, nous retrouvons des étudiantes, des femmes en situation de rue ou des travailleuses pauvres, ou du moins appauvries par un système inégalitaire. Le coût que devront supporter les femmes pour l'achat de protection menstruelle durant 38 ans en moyenne, auxquels s'ajoutent des dépenses connexes, antidouleurs, des sous-vêtements, etc., est estimé entre 8 000 et 23 000 euros. Une étudiante sur 10 fabrique ses propres protections par manque d'argent. C'est énorme. Aucun être humain ne devrait avoir à choisir entre se protéger et manger. Et pourtant, c'est ce qui est admis pour les femmes les plus précarisées de notre société. Les mesures qui consistent à installer des distributeurs dans les universités sont inopérantes. L'expérience de terrain montre souvent qu'ils sont insuffisamment approvisionnés, ce qui met ainsi en évidence une sous-évaluation des besoins. Quelques mutuelles ont mis en place des dispositifs de remboursement, mais ceux-ci demeurent méconnus et sous-utilisés. Nous pouvons contribuer à sortir du tabou et anticiper les conséquences sur la santé en prévenant maladies et infections causées par cette problématique féminine et somme toute humaine. Il est question d'une part d'emboîter le pas de nos voisins écossais qui ont adopté l'accès gratuit et universel des protections périodiques et de garantir d'autre part une mise en œuvre adaptée aux besoins par l'accessibilité de cette mesure à toutes les femmes sans distinction. Partagez-vous cette volonté de porter collectivement cet enjeu de santé publique et d'adopter une mesure forte de gratuité d'accès aux protections périodiques? Merci, chers collègues. La parole pour le groupe GDR est à Soumia Bouroua. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter, Madame la rapporteure, pour la qualité du travail que vous avez réalisé. Dans votre introduction, vous évoquez le manque de connaissances du milieu médical et de recherche sur les maladies féminines. C'est notamment le cas de l'endométriose, dont le diagnostic est en moyenne posé avec un retard de 7 ans. Il y a sans doute matière à travailler plus précisément sur ce sujet. Par ailleurs, je souhaiterais évoquer 2 autres points. Le premier concerne la délivrance de la contraception d'urgence aux mineurs et aux jeunes femmes au sein des établissements scolaires et universitaires. Si je partage cette volonté de faciliter l'accès à la contraception d'urgence, je voudrais mettre en lumière le manque notable d'infirmiers et de médecins scolaires. Pour la rentrée 2021-22, on comptait seulement 843 médecins et 7579 personnels infirmiers dans l'éducation nationale pour environ 5,6 millions d'élèves, ce qui est très très peu. À titre de comparaison, il y a 10 ans, il était encore 1271 médecins et 8133 infirmiers scolaires. En ce qui concerne la médecine universitaire, sur l'année 2018-2019, les effectifs étaient de 325 médecins et 262 personnels infirmiers. Je tiens à vous faire part de ces chiffres car nous parlons de contraception d'urgence et ce manque d'effectifs induit un constat simple. Le personnel médical scolaire et universitaire n'est pas suffisant pour répondre à la délivrance rapide liée à l'urgence de la situation. Enfin, je souhaiterais aborder la question de la précarité mensuelle, comme elle a été déjà abordée par ma collègue. En France, environ 1,7 million de femmes n'auraient pas les moyens de se procurer des protections périodiques. Selon une enquête de la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, un tiers des étudiantes ont déclaré avoir besoin d'une aide financière pour s'en procurer. Face à cette situation, les résidences universitaires des Crous et les services de santé universitaires mettent à disposition gratuitement des protections périodiques depuis l'an dernier. Bien que positive, cette initiative ne touche sans doute pas toutes les femmes qui en ont besoin. Aussi, j'aimerais connaître les premiers résultats de cette mesure afin que nous puissions travailler sur les réponses à y apporter. Je vous remercie. Merci à vous. Madame la rapporteure, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Merci très chers collègues pour ces questions qui vont dans le sens de ce rapport et de la volonté que je pense nous affichons tous et toutes ici.
Sur la précarité mensuelle, oui, effectivement, nous devons y travailler parce qu'elle existe, sinon nous n'en parlerions pas. Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place sur la mandature précédente, justement avec, vous l'avez souligné, l'accès gratuit dans les établissements scolaires. Mais force est de constater que oui, quand bien même ça a été décidé, ce n'est pas forcément opérationnel aujourd'hui au sein des territoires. Je pense que là, nous devons continuer à avoir une parole politique nationale très forte, mais aussi de contrôle, parce que je pense que nous devons le rappeler. Nous sommes des parlementaires, nous sommes là pour légiférer, mais également pour contrôler le fait que les mesures, les lois prises soient bien implémentées dans les territoires. Et là, je pense que nous devons avoir une parole forte, une action aussi très forte vis-à-vis de nos départements et de nos régions qui sont en charge, non pas de ce qui est enseigné à nos enfants, mais qui sont aussi en charge des établissements en tant qu'établissements mûrs. Et donc, moi, je vous le dis très clairement, c'est des enjeux que je porte notamment au sein de la région Île-de-France, quand bien même je suis dans l'opposition. C'est des enjeux que je porte et sur lesquels je pense que je suis audible, parce que ce qui se passe ici, au sein de la délégation du droit des femmes, se retrouve ailleurs. Sur le sujet de la protection de la santé des femmes, il n'y a plus de querelle partisane, il n'y a qu'une envie d'action collective. Donc je pense qu'on pourrait travailler sur ça, à voir comment nous contrôlons ce qui est fait dans chacun des territoires, qu'il n'y ait pas d'inégalité d'accès à ces dispositifs pour l'ensemble des jeunes filles et des femmes, à voir comment nous pourrons monter ça, peut-être sur la mise en place d'une mesure d'incitation, de contrôle, et peut-être ensuite voir là où ça manque, si c'est un manque de moyens auquel il faudra réfléchir, nous, collectivement, ou c'est peut-être un manque de volonté politique. Sur le sujet aussi de la protection féminine, je voulais peut-être vous faire part aussi d'un sujet que j'ai commencé à regarder, mais qu'il serait peut-être bien qu'on regarde au sein de la délégation du droit des femmes, en lien avec les enjeux environnementaux qui sont très impactants sur nos corps de femmes. Peut-être aussi accentuer notre communication et notre prise de position collective sur de nouveaux moyens de protection périodique. Je parle par exemple des culottes hygiéniques, qui sont pour moi des dispositifs que nous devons mettre en avant, qui ont fait leurs preuves, qui sont testés et qui répondent aussi à ce besoin de peut-être faire de façon un peu plus naturelle des choses qui nous arrivent tous les mois. Pourquoi pas pousser la mise en place et la mise à disposition gratuite pour les jeunes filles, puisqu'on le sait qu'une fois qu'elles en auront, elles pourront les utiliser à loisir tous les mois, et avec ce respect aussi de l'environnement. Et nous avons de très belles entreprises françaises qui sont engagées sur ces dispositifs-là. Donc si vous voulez bien, je pense qu'on pourrait regarder ça ensemble. Ensuite, sur l'endométriose, oui, c'est effectivement une volonté politique que nous partageons tous. Et il y a un dispositif qui est mis en place qui s'appelle l'Endotest. L'Endotest, en plus, faisant un petit cocorico, c'est une entreprise française qui l'a mis en place. Et comme cet Endotest commence à être déployé dans d'autres pays européens, je souhaite qu'il soit aussi déployé en France, bien évidemment en respectant les normes et les usages de contrôle qui vont bien évidemment dans le sens de la santé et de la protection de la femme. Les tests sont, pour qu'ils puissent rentrer auprès des différents organismes, sont en cours. Nous devons porter une parole forte pour que ces tests ne subissent pas la lourdeur administrative que nous pouvons connaître par ailleurs, et faire en sorte qu'une fois que tous ces points administratifs soient franchis, et soient franchis bien évidemment avec un retour positif, faire en sorte que les endotests soient disponibles et déremboursés, puisque de façon très claire de ce que j'avais compris, mais je pourrais vous faire parvenir l'étendue des dispositifs sur ce sujet. Je pense c'est un peu comme la Covid. On fait ce test et on sait de façon très binaire, oui ou non, vous avez l'endométriose. Effectivement, nous arrêterons ce 7 ans de tunnel infernal pour beaucoup de femmes. Sur le sujet de la médecine scolaire, oui, puisque ça va dans le sens que j'ai présenté dans le rapport, c'est-à-dire une des recommandations parmi les 15, d'accentuer, si ce n'est de rendre obligatoire, un accès médical, une consultation médicale pendant la période d'adolescence. Et donc pour le faire, il faut bien évidemment qu'on ait des professionnels de soins pour le faire. Alors oui, nous devons revaloriser la médecine scolaire, oui, nous devons avoir une parole politique forte dessus, mais en attendant que ça arrive, parce qu'on sait qu'on a aussi un tunnel en général, le temps que les dispositions se mettent en place, nous devons faire en sorte qu'aucune cohorte générationnelle ne soit abandonnée. Et en ce laps de temps, je pense qu'il serait intéressant peut-être de voir comment nous pouvons travailler avec les acteurs de santé dans
les secteurs de santé en médecine de ville, faire en sorte que peut-être les sages-femmes, les infirmiers puissent intervenir au sein de nos établissements scolaires en attendant qu'ils puissent effectivement venir renforcer la médecine scolaire telle que vous la décrivez, très chers collègues. Alors complètement, je me permets effectivement vous soulever le sujet des internes. Oui, et en plus, on les a auditionnés et ils sont volontaires sur ce genre de choses. Merci à vous pour l'ensemble de ces propos, débats, travaux. Je voulais vraiment à nouveau féliciter notre délégation de s'être saisie de ces sujets-là, d'avoir réussi à présenter des amendements, avoir fait corps pour qu'ils soient adoptés et qui donnent toute la pertinence de nos travaux. Je suis assez fière que notre délégation ait pu se saisir à la fois, je le redirai certainement la semaine prochaine, du texte à la fois sur le financement de la sécurité sociale et sur le PLF. Donc merci pour ces jolis travaux. Comme j'aime bien mettre un peu de perspective sur le calendrier, je voudrais vous rappeler qu'en bureau, nous avons acté un déplacement et que ce déplacement aura lieu dans la première quinzaine de janvier et que tous les groupes soient bien informés. Donc il s'agit d'un déplacement qui aura lieu le 12 janvier, oui c'est un jeudi, en tout cas le 12 janvier, donc à vos tablettes. Et nous avons donc rendez-vous à la même heure, c'est-à-dire 10h la semaine prochaine, pour l'adoption, en tout cas le travail du rapport de notre collègue Julie Delpech. Bonne semaine à vous. Merci.